Dans cette capsule, on va aller regarder encore un peu du côté de l'énergie potentielle gravitationnelle d'un système. Dans une vidéo, une capsule antérieure, on a vu que l'énergie potentielle gravitationnelle d'un système contenant au moins deux masses était donnée par cette expression-ci. On va dans la section 13.6, on va aller regarder l'énergie potentielle des satellites. Imaginons qu'on veuille mettre un satellite en orbite autour de la Terre à une certaine distance ou altitude R. L'énergie mécanique, on sait, c'est la somme d'énergie cinétique et potentielle. L'énergie cinétique, 1/2 mv², moins l'énergie potentielle gravitationnelle telle qu'on l'a calculée. On va essayer de donner une valeur à l'énergie cinétique. Et bon, l'idée, c'est la suivante. Le satellite est en orbite, mettons, circulaire. S'il est astreint à tourner, c'est parce qu'il y a une force centripète. Ce qui tient le rôle de force centripète, c'est la force gravitationnelle selon Newton, et elle tient le rôle de force centripète. Avec cette expression ici, on peut isoler la vitesse, le terme de la vitesse. La vitesse est égale à la racine carrée de G fois la masse centrale divisée par le rayon R. Il est ici extrêmement important de remarquer que pour un satellite à une certaine distance R, la vitesse est fixée. Si on augmente sa vitesse, on va devoir réduire l'altitude. Si on augmente l'altitude, on va devoir réduire la vitesse parce que ceci ne dépend que de la masse centrale. Et en passant, en gravitation, on se sert de la vitesse des planètes autour d'une étoile. On se sert de cette vitesse-là, ayant mesuré le rayon, pour déduire la masse de l'étoile centrale. Mais ça peut être aussi la masse de toute une galaxie. Or, on a donc maintenant une expression pour ce qu'on appelle la vitesse orbitale. Ce sera toujours racine carrée de G grand M sur R. Si on veut, par exemple, mettre un corps, un satellite en orbite qu'on appelle géostationnaire, pour qu'il soit toujours au-dessus du même point de la Terre, ce satellite-là va devoir faire une période complète pendant que la Terre tourne sur elle-même, donc sur une journée. Et en mettant la vitesse ici, on va pouvoir déduire le rayon. Et le rayon pour les géostationnaires, c'est de l'ordre de 36 000 km. Donc, on a une expression pour l'énergie cinétique qu'on pourra, en mettant 1/2 mv au carré ici, on trouve ceci pour l'énergie cinétique. On a que l'énergie potentielle est donnée par ce terme-ci. On trouve donc que l'énergie mécanique d'un satellite en orbite, et le terme est important, en orbite, lorsqu'un satellite est en orbite, l'énergie mécanique de ce système-là est donnée ici. Une notion, si on regarde ici les courbes, l'énergie cinétique est toujours positive puisque la vitesse est au carré. Plus on se rapproche du satellite, plus de la masse centrale, plus le satellite doit avoir une très grande vitesse, donc une très grande énergie cinétique. L'énergie potentielle, elle, est toujours négative et la somme des deux varie selon les distances et les masses. Une notion importante est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Pour que ce satellite-ci, à cause de l'énergie mécanique est négative, donc on dit qu'il est encore lié gravitationnellement à la masse centrale. Je rappelle, ça pourrait être la Terre et un satellite, ou la navette spatiale autrefois, ou le laboratoire spatial international. Bon, le satellite est encore sous l'emprise gravitationnelle de la masse centrale. Pour le libérer, il faudrait augmenter sa vitesse, donc son énergie cinétique, jusqu'à ce que la somme des deux énergies donne 0. À partir de ce moment-là, le satellite ne serait plus sous l'emprise gravitationnelle. Il existe une vitesse
typique à laquelle le corps est libéré. On l'appelle la vitesse de libération. C'est la vitesse qu'on trouve lorsque l'énergie mécanique égale 0, et c'est celle-ci. Dans les faits, pour libérer un satellite de l'emprise de la Terre, comme on l'a fait pour les satellites Jupiter, bien, on va y aller graduellement. On va mettre le satellite en orbite et on va le faire passer graduellement vers des orbites de plus en plus hautes en allumant les moteurs et en augmentant graduellement la vitesse. Donc, en fait, on va littéralement faire spiraler le satellite en l'éloignant. Pour voir un peu comment utiliser ça, je vais aller regarder avec vous un exercice qui est le problème 35 en page 458 de notre manuscrit. Or, ce problème-ci, on a une météorite qui va frapper une planète à une vitesse de 7 km/s. La planète, on donne le rayon, on demande de calculer la masse de la planète, sachant que lorsqu'il était encore en distance de 3,4 fois 10 à la 5 km du centre de la planète, la météorite avait une vitesse de 1,2 km par seconde. Alors, je vais aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Comme pour tout problème de conservation d'énergie, on décrit une situation initiale et une situation finale. Dans la situation initiale, on avait une météorite fonçant avec une vitesse de 1,2 km/s vers une planète dont le rayon était donné par les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Dans la situation finale, la météorite vient à peine de toucher la surface de la planète avec une vitesse de 7 km/s. Elle se trouve à sa surface, elle est donc à une vitesse, à une distance 3,4 fois 10 à la 5, fois 10 à la 3 km du centre de la planète. Or, on écrit notre loi de conservation de l'énergie, dans laquelle on met qu'il n'y a aucune force extérieure, donc c'est un système isolé. On a seulement de l'énergie gravitationnelle, donc initialement, 1 demi mv0 carré moins g grand mm sur RPM. RPM étant la distance de centre en centre entre le centre de la planète et la météorite. La situation finale, vitesse finale au carré, moins l'énergie gravitationnelle de la météorite à la surface de la planète. Bon, les petites masses m s'annulent et on voit qu'il ne reste qu'une seule inconnue qui est la masse grand M que nous cherchons. On regroupe les termes incluant notre inconnu m et on trouve la masse de la planète. Voyez ici qu'est-ce qu'on a utilisé comme formule pour notre conservation d'énergie. On a mis l'énergie cinétique, l'énergie gravitationnelle. Alors, je veux vous ramener à la diapo, celle-ci. On aurait été tenté d'utiliser cette équation ici pour l'énergie mécanique, mais j'y reviens, cette équation-ci n'est valide que pour un satellite en orbite autour de sa masse centrale. Dans le problème qui nous concerne, la météorite n'est pas en orbite avec la planète. Il faut recourir à notre équation générale pour la conservation de l'énergie. OK. Alors, ceci complète notre présentation sur l'énergie potentielle gravitationnelle, donc les sections 13.5 et 13.6 du manuel, pour une application à des corps qui sont très loin de la surface terrestre. Ça s'applique à tous les systèmes planétaires, tous les systèmes solaires. L'importance aussi, c'est que ce qu'on vient d'apprendre pour l'énergie potentielle gravitationnelle s'appliquera directement à l'énergie potentielle électrique dans votre cours d'électricité. Alors, je vais conclure ici.